La série commence par une scène en noir et blanc où notre protagoniste, nommé Gi-hun, joue avec ses amis Sang-woo, Jung-bae et d'autres enfants à un jeu appelé Jeu du calmar. C'est un jeu réel, encore populaire parmi les enfants en Corée du Sud. Il est probable que vous n'y ayez jamais joué, car c'est un jeu exclusivement coréen, mais il ressemble un peu au jeu des Cosaques et voleurs en Europe de l'Est et à Police et voleurs en Europe de l'Ouest. Le principe du jeu consiste à dessiner sur le sol une forme spéciale ressemblant à un calmar. Les joueurs se divisent en deux équipes, les attaquants et les défenseurs. Les défenseurs peuvent courir à l'intérieur du terrain sur deux jambes, tandis que les attaquants doivent sauter autour du terrain sur une seule jambe. Le but des défenseurs est d'empêcher les attaquants de franchir la ligne de défense. Sinon, ces derniers peuvent aussi se déplacer sur deux jambes. Pour gagner, un attaquant doit atteindre une zone spécifique située dans la tête du calmar, mais s'il est poussé hors du terrain, il est éliminé. Quelques décennies plus tard, nous retrouvons Gi-hun, désormais âgé de 47 ans. Il a divorcé et a perdu son emploi en raison de licenciements massifs. Désormais, il travaille comme chauffeur de taxi et peine à joindre les deux bouts. Nous apprenons également qu'il vit avec sa mère et que c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa fille. Sa mère lui donne 20 000 won pour qu'il achète un cadeau à sa petite fille. Gi-hun réplique qu'avec 20 000 won, il pourra seulement l'emmener manger au café, mais pas lui acheter de cadeau. Sa mère ajoute alors 10 000 won supplémentaires avant de partir travailler. Après son départ, Gi-hun trouve une carte bancaire cachée et, avec son ami Jung-bae, se rend au distributeur pour retirer de l'argent du compte de sa mère. Il tente de saisir le mot de passe, mais découvre que sa mère a changé le code PIN. Après plusieurs tentatives infructueuses, Jung-bae le prévient que s'il se trompe encore, la carte sera bloquée et il ne pourra pas retirer d'argent. Faisant preuve de perspicacité, Gi-hun devine le mot de passe, qui s'avère être la date de naissance de sa fille. Il retire ensuite tout l'argent de la carte de sa mère et se rend dans une agence de paris. Il mise l'argent sur des courses de chevaux. La première fois, il perd, mais la seconde, la chance lui sourit et il gagne 4 millions de won, soit environ 3 000 $. Heureux, Gi-hun donne 10 000 won en pourboire à la caissière. Après cela, il sort dans la rue et appelle sa fille, lui disant qu'aujourd'hui, il lui offrira le meilleur cadeau de sa vie. À ce moment-là, Gi-hun remarque des bandits à qui il doit de l'argent. Il se dirige vers lui. Pris de panique, Gi-hun commence à courir. En chemin, il percute accidentellement une jeune femme et les bandits finissent par le rattraper. Le chef de la bande, nommé Kim, exige que Gi-hun rembourse sa dette. Gi-hun veut donner à Kim tous ses gains des paris hippiques, mais il découvre que la fermeture éclair de son portefeuille est cassée et que l'argent a disparu. Il réalise que, lors de sa collision avec la jeune femme, c'est elle qui a volé son argent. Kim dit à Gi-hun qu'il lui accorde un mois supplémentaire pour trouver l'argent et que, s'il échoue, on lui prendra un rein et un œil. Pour officialiser cela, Gi-hun signe un document intitulé « Renonciation à l'immunité » avec son empreinte digitale. Comme Gi-hun n'a plus d'argent, il demande à Kim de lui prêter 10 000 won pour acheter un cadeau d'anniversaire pour sa fille. Kim refuse. Gi-hun retourne voir la caissière à qui il avait donné un pourboire et lui demande de le lui rendre. Ensuite, il se rend à une machine à pince, essayant de gagner un petit jouet pour sa fille, mais malgré tous ses efforts, il n'y parvient pas. Il rencontre alors un garçon qui lui explique que ce jeu se joue avec de la stratégie. Vu le nombre de jouets qu'il a remportés, ce garçon est un véritable professionnel. Avec son aide, Gi-hun gagne une boîte contenant un prix pour sa fille. Dans la scène suivante, Gi-hun mange dans un café bon marché avec sa fille, car il n'a pas assez d'argent pour aller dans un café ordinaire. Gi-hun dit à sa fille qu'il aurait aimé l'emmener dans un bon café, mais qu'il n'en a pas encore les moyens. Sa fille répond que la nourriture dans ce café est meilleure, et raconte qu'elle est déjà allée au restaurant avec sa mère et son beau-père pour son anniversaire et qu'elle y a bien mangé. À ce moment, Gi-hun se sent envahi par un sentiment de pitié pour lui-même. Gi-hun offre à sa fille le cadeau qu'il a gagné grâce au garçon à la machine à pince. Lorsque sa fille ouvre la boîte, elle découvre un briquet en forme de pistolet. Gi-hun est également choqué, car il ignorait ce que contenait la boîte. En voyant le briquet pistolet, sa fille le remercie tout de même pour le cadeau, mais elle remarque que sa mère ne sera probablement pas ravie de ce choix. Gi-hun garde le jouet jusqu'à ce que sa fille grandisse et lui promet qu'il lui offrira un beau cadeau l'année prochaine. Après cela, Gi-hun raccompagne sa fille chez son ex-femme, puis rentre chez lui. Il rate son métro et s'assoit sur un banc. À ce moment-là, un homme en costume s'approche de lui. Il lui demande si Gi-hun souhaite jouer avec lui à un jeu d'argent. L'homme ouvre une mallette pleine de billets et propose à Gi-hun de jouer à un jeu appelé Daji. Les règles sont simples. Il faut lancer son enveloppe de manière à retourner celle de l'adversaire. L'homme en costume explique que si Gi-hun gagne, il recevra 100 000 won, et s'il perd, il devra donner 100 000 won. Gi-hun accepte d'essayer, bien qu'il n'ait pas d'argent. La première fois, il perd et ne sait pas comment payer.
L'homme en costume, avec un sourire narquois, lui donne une gifle en disant qu'une gifle équivaut à 100 000 won. Pour information, 100 000 won représentent 70 $. Gi-hoon perd plusieurs fois de suite et reçoit des gifles à chaque échec. Après de nombreuses tentatives, il finit par gagner. Gi-hoon essaie de gifler l'homme en costume, mais celui-ci l'arrête et lui donne 100 000 won à la place. En comptant l'argent, l'homme en costume dit à Gi-hoon qu'il ne devrait pas s'arrêter là et qu'il peut gagner beaucoup plus en seulement quelques jours. L'homme en costume mentionne qu'il est au courant du document signé par Gi-hoon aujourd'hui, intitulé « Renonciation à l'immunité », celui-même signé dans les toilettes. Gi-hoon est surpris et se demande comment cet homme connaît ce document. L'homme commence à énumérer toutes les dettes de Gi-hoon, qui s'élèvent à un total de 415 millions de won. Gi-hoon ne comprend pas qui est cet homme en costume ni comment il sait tout cela. L'homme en costume remet à Gi-hoon une carte de visite avec un numéro de téléphone et lui demande de l'appeler s'il souhaite gagner plus d'argent, puis il s'en va. Plus tard, Gi-hoon rencontre la mère de son meilleur ami d'enfance, Sang-woo, que nous avons vu au début de la série. Gi-hoon se vante devant la mère de Sang-woo, affirmant qu'il a gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. La mère de Sang-woo suppose que Gi-hoon a repris les jeux d'argent. Gi-hoon demande des nouvelles de Sang-woo à la vieille dame. Celle-ci répond que Sang-woo est une personne très occupée et qu'il communique rarement. Gi-hoon est vexé par son ami, car il a cessé de lui parler après la fin de leurs études. Sur le chemin du retour, Gi-hoon croise un chat et lui donne à manger. De retour chez lui, en prenant une collation, il remet une partie de l'argent gagné dans le métro à sa mère. Celle-ci suppose qu'il a volé cet argent, mais Gi-hoon la rassure en affirmant qu'il l'a gagné légalement. Elle lui apprend que sa fille déménagera à New York l'année prochaine, car son beau-père a reçu une offre d'emploi là-bas. Sa mère pense que Gi-hoon devrait faire appel à un avocat pour empêcher sa fille de partir et la garder avec lui. La nuit, Gi-hoon décide d'appeler le numéro inscrit sur la carte de visite donnée par le recruteur. Dans la scène suivante, Gi-hoon se tient dans la rue lorsqu'une voiture arrive. Un homme en capuche rose lui demande un mot de passe, et Gi-hoon répond « La mer s'agite ». Une fois la porte de la voiture ouverte, Gi-hoon monte à l'intérieur, et après la diffusion d'un gaz, il perd connaissance. Il se réveille dans un lieu inconnu, entouré d'autres participants au jeu, surveillé par un maître de cérémonie masqué via des caméras de surveillance. Le numéro sur ses vêtements est 456. Il fait la connaissance du participant numéro 1, un vieil homme d'environ 90 ans atteint d'une tumeur au cerveau. En discutant, Gi-hoon découvre qu'il y a en tout 456 participants. Ainsi, le vieillard a été le premier sélectionné pour le jeu, et Gi-hoon est le dernier. Un conflit éclate entre la participante numéro 67, la jeune femme dans laquelle Gi-hoon s'était heurté en fuyant des bandits, et l'homme numéro 101, qui a un tatouage en forme de serpent sur le visage. Leur conversation révèle que le numéro 101 est un bandit et que la jeune femme, qui lui doit de l'argent, le connaît. Leur relation est pour le moins tendue. Gi-hoon, ayant reconnu la jeune femme, commence également à lui réclamer l'argent qu'il pense qu'elle a volé. Le numéro 101 intervient, menaçant Gi-hoon et le considérant comme un allié de la numéro 67. Gi-hoon appelle à l'aide les organisateurs, affirmant que le numéro 101 s'apprête à le frapper. Des personnes en costume rose et masque orné de symboles entrent dans la pièce. Chaque symbole indique un rôle. Un carré représente un officier, un triangle un soldat et un cercle un ouvrier. Une personne portant un masque carré salue les joueurs et annonce que, pendant les 6 prochains jours, ils participeront à 6 jeux différents. Celui qui remportera tous les jeux gagnera un prix en argent. Le joueur numéro 218 affirme que l'enlèvement de personnes est illégal, mais la personne au masque carré explique que tous les joueurs sont venus volontairement et qu'ils sont tous endettés jusqu'au cou. Certains ont même des dettes qui atteignent 1 milliard de won. Lorsque Gi-hoon demande le montant du prix, l'officier en rose répond qu'après chaque jeu, les gains seront versés dans une tirelire spéciale et que la somme totale sera révélée uniquement après le premier jeu. Les joueurs ont le choix, renoncer à participer ou rester dans le jeu. Quelques instants plus tard, les participants commencent à signer un document confirmant leur consentement volontaire à participer au jeu et découvrent les 3 règles. Première règle, une fois le jeu commencé, il est interdit de le quitter. Deuxième règle, tout joueur refusant de jouer est éliminé. Troisième règle, le jeu peut être arrêté si la majorité des joueurs en décide ainsi. Après la signature des documents, les participants passent dans une salle d'enregistrement où leurs visages sont photographiés. Ensuite, quand tous les joueurs se dirigent vers la première zone de jeu en passant par une salle remplie d'escaliers et d'étages, dans la première zone de jeu, Gi-hoon reconnaît dans le numéro 218 son meilleur ami d'enfance, Sang-woo, et lui demande ce qu'un homme aussi respecté et prospère fait ici. Mais celui-ci refuse d'expliquer pourquoi il a décidé de participer au jeu. On nous montre alors un mystérieux maître de cérémonie observant les événements depuis sa salle via un grand écran. Le premier jeu est intitulé Feu rouge, feu vert.
Au bout de la salle de jeu se trouve une énorme poupée. Les règles sont expliquées aux joueurs. Il faut avancer tant que la poupée chante et franchir la ligne d'arrivée en moins de 5 minutes. Lorsque la poupée ne chante pas, il faut s'arrêter et ne pas bouger. Si quelqu'un bouge pendant les moments de silence, il est éliminé. Le jeu commence. Dès le premier chant, le joueur numéro 324 est immédiatement éliminé. Il est étendu au sol, mais les participants ne comprennent pas encore la gravité de la situation et pensent qu'il fait semblant. Lors du deuxième chant, l'ami du joueur numéro 324 court vers lui dit de ne pas faire le malin et lui demande de se relever. Cependant, lorsqu'il commence à cracher du sang, le joueur numéro 250 commence à courir en panique pendant le silence, ce qui le fait également être éliminé du jeu. Les joueurs commencent à comprendre ce qui se passe et, pris de panique, courent vers la sortie, qui, bien sûr, est fermée. Un grand nombre de joueurs sont éliminés et plus de la moitié des participants quittent le jeu. Le maître de cérémonie observe la scène en dégustant un verre de vin. La poupée recommence à chanter. Le premier à courir est le vieil homme numéro 1. Les autres ont peur, mais finissent par décider de suivre son exemple. Beaucoup sont tout de même éliminés. Un joueur inconnu attrape Gi-hun par la jambe et lui demande de l'aider, mais Gi-hun, craignant pour sa vie, décide de penser d'abord à lui-même. Juste avant la ligne d'arrivée, Gi-hun trébuche sur l'un des joueurs éliminés, mais il est sauvé par le joueur numéro 199. Ils franchissent tous deux la ligne d'arrivée une seconde avant la fin du temps imparti. Tous les autres joueurs qui n'ont pas atteint la ligne d'arrivée dans les 5 minutes sont éliminés du jeu. La caméra s'éloigne, montrant que le jeu se déroule sur une île. Après le premier jeu, les ouvriers en costume rose reprennent leurs activités, tandis que les joueurs sont assis dans une salle d'attente. Gi-hun remercie le joueur numéro 199 de lui avoir littéralement sauvé la vie. Des personnes en rose entrent et félicitent tout le monde pour avoir réussi le premier jeu. Les résultats sont annoncés. 255 personnes ont été éliminées et 201 participants ont franchi la première épreuve. Les joueurs commencent à supplier les soldats en rose de les laisser partir. Le rose avec un masque carré leur rappelle les règles du jeu. Sang-woo se souvient de la troisième règle et dit que les jeux peuvent être arrêtés par décision de la majorité. Le rose avec le masque carré acquiesce et propose d'organiser un vote. Avant le vote, les organisateurs annoncent le montant du prix, 25 milliards de won. Chaque joueur éliminé ajoute 100 millions de won à la cagnotte, ce qui équivaut à 75 000 $. Si les joueurs décident d'abandonner le jeu, l'argent sera envoyé aux familles des joueurs éliminés et eux-mêmes repartiront chez eux les mains vides. Le rose avec un masque carré ajoute que celui qui arrivera au bout du jeu recevra 45 milliards de won. Les joueurs souhaitant continuer le jeu doivent appuyer sur le bouton bleu, tandis que ceux qui veulent abandonner doivent appuyer sur le bouton rouge. Le vote commence. Le premier à voter est Gi-hun, dont le numéro est 456. Gi-hun choisit le bouton rouge, refusant de continuer le jeu. Cependant, après l'annonce des énormes récompenses, beaucoup commencent à voter pour continuer le jeu, y compris Sang-woo, qui choisit de continuer. Au final, 100 personnes votent contre, et 100 personnes souhaitent poursuivre le jeu. Il reste un dernier vote, celui qui décidera de tout. C'est le vote du joueur numéro 1, le vieil homme atteint d'une tumeur au cerveau. Malgré sa maladie, le vieil homme choisit le bouton rouge, et le jeu se termine. Le rose avec un masque carré dit aux joueurs que, s'ils souhaitent revenir, ils peuvent appeler à tout moment. Tous les participants sont endormis, les yeux bandés, et transportés hors de l'île. Gi-hun et le joueur numéro 67, qui lui avait précédemment volé de l'argent, sont jetés sur la route. Gi-hun l'aide à se libérer, mais elle ne se précipite pas pour l'aider. Finalement, il réussit à la convaincre de le délier, à condition qu'il ne réclame pas son argent. Dès qu'elle le libère, Gi-hun lui demande néanmoins de lui rendre l'argent. Pendant ce temps, Sang-woo est jeté avec l'Indien numéro 199. L'Indien demande à Sang-woo de lui prêter son téléphone pour appeler, mais il s'avère que le téléphone est déchargé. Sang-woo achète une batterie externe et charge le téléphone. Il reçoit de nombreux messages concernant ses dettes. L'Indien appelle ses proches, puis s'incline devant Sang-woo pour le remercier de son aide. Sang-woo donne de l'argent à l'Indien pour le bus et lui dit qu'il n'a pas à rembourser. Le matin suivant, Gi-hun se rend à la police et raconte tout ce qui s'est passé, mais les policiers ne le croient pas. À ce moment-là, le détective Juno arrive au poste de police, où il cherche son frère depuis de nombreuses années sans succès. Gi-hun montre aux policiers une carte de visite et leur demande de composer le numéro indiqué, mais la tentative de les joindre échoue. On chasse Gi-hun du poste, le prenant pour un malade mental. Gi-hun pense qu'il a composé le mauvais numéro et essaie d'appeler lui-même, mais découvre que ce numéro n'existe pas. Gi-hun rentre chez lui, mais ne trouve pas sa mère, et son téléphone est inaccessible. Il se rend en ville et retrouve Sang-woo. Ils prennent un café ensemble. Au cours de la conversation,
Gi-hoon apprend que Sang-woo doit 6 milliards de won. Sang-woo raconte qu'il a hypothéqué toute sa propriété, y compris la maison de sa mère et son magasin de poissons. S'il ne trouve pas d'argent, il ira en prison, et sa mère se retrouvera à la rue. Leur conversation est interrompue par un appel de l'hôpital. Dans la scène suivante, nous voyons Gi-hoon à l'hôpital. Il apprend que sa mère a été emmenée d'urgence à l'hôpital à cause de son diabète. Elle est dans un état très grave, mais refuse d'être hospitalisée. La raison, l'absence d'argent. Gi-hoon se souvient de l'assurance maladie de sa mère, mais la mère de Sang-woo lui dit que Gi-hoon a déjà retiré tout l'argent et l'a ensuite perdu en Paris. Le détective Juno continue de chercher son frère. Il trouve l'endroit où son frère louait une chambre il y a quelques années et découvre la même carte de visite avec l'invitation au jeu du calmar. Juno se souvient immédiatement de Gi-hoon, qui était venu au poste avec une invitation identique. Le joueur numéro 67 parle à son frère cadet, Chol, qui vit dans un orphelinat. On comprend alors pourquoi la 67e est allée au jeu du calmar. En effet, elle et son frère cadet ont fui la Corée du Nord, mais leur père a été tué lors de la tentative de fuite, et leur mère a été capturée. La 67e promet à son frère cadet que, l'année suivante, elle achètera une maison et viendra le chercher. Le détective Juno arrive au poste de police et demande l'adresse de Gi-hoon. L'Indien se rend à l'usine où il travaille. Il entre dans le bureau de son patron et lui demande quand il recevra enfin son salaire. Le patron le trompe en lui disant qu'il n'y a pas d'argent, bien qu'il ait une enveloppe pleine de billets sur son bureau. Au cours de leur dialogue, nous apprenons que l'Indien travaille gratuitement à l'usine depuis 6 mois. L'Indien exige que son patron lui verse son salaire. Un petit conflit éclate, au cours duquel les doigts du patron se prennent dans la machine. Profitant de l'occasion, l'Indien vole l'enveloppe pleine d'argent et s'enfuit. La 67e se rend dans une agence familière qui aide à faire passer des gens de la Corée du Nord vers la Corée du Sud. Elle révèle que l'argent qu'elle a volé à Gi-hoon a été donné à l'avocat pour l'aider à retrouver sa mère. L'avocat lui dit qu'elle a été trompée. La 67e s'énerve et lui dit que, si une telle chose se reproduit, il ne pourra plus signer de documents. Sang-woo parle à sa mère et lui ment en lui disant que tout va bien et qu'il gère une entreprise. Après la conversation, une femme vient acheter un calmar chez la mère de Sang-woo. Elle discute de Sang-woo en disant qu'il a bien réussi, qu'il est monté de bas et qu'il est la fierté de tout le quartier de Samdong. À ce moment-là, des policiers arrivent chez la mère de Sang-woo à propos de son fils. Ils ont un mandat d'arrêt contre Sang-woo pour fraude et falsification de documents. Sa mère n'arrive pas à y croire et pense qu'ils se sont trompés. Sang-woo est dans la salle de bain, réfléchissant à se suicider, mais entend soudain frapper à la porte. En ouvrant, il trouve à nouveau la carte de visite avec l'invitation pour le jeu du calmar. L'Indien rapporte l'argent volé à sa femme et lui demande d'acheter un billet pour l'Inde sur le prochain vol et de partir de Corée du Sud. L'Indien promet de revenir dans une semaine, dès qu'il aura terminé ses affaires. Gi-hoon demande à Jung-bae de l'aider pour l'opération de sa mère, mais Jung-bae lui répond qu'il est fauché. La nuit, près du bar, Gi-hoon rencontre le joueur numéro 1. Ils boivent ensemble. Le vieil homme dit qu'il n'a plus de logement et qu'il séjourne chez un ami. Après quelques verres, le joueur numéro 1 annonce qu'il a décidé de retourner dans le jeu, car il ne lui reste plus longtemps à vivre à cause d'une tumeur au cerveau. Le joueur numéro 101, un homme avec un tatouage sur le visage à qui la 67e devait de l'argent, rencontre son subordonné. Il monte dans la voiture où le joueur numéro 101 lui raconte tout sur le jeu du calmar. Il se trouve que le joueur numéro 101 a également reçu une carte de visite avec une invitation. Il veut voler les organisateurs du jeu. Son assistant lui dit que, étant donné que le joueur numéro 101 est recherché par le grand patron d'un gang de la mafia, personne ne le suivra. À ce moment-là, une voiture de bandits arrive. Il s'avère que son assistant l'a trahi pour de l'argent. Le joueur numéro 101 s'enfuit des bandits en sautant d'un pont dans l'eau. Désespéré, Gi-hoon va chez son ex-femme pour de l'argent. Elle commence d'abord à lui crier dessus, mais lorsqu'elle apprend que l'argent est destiné à sa mère malade, elle avoue que même peine à joindre les deux bouts. Elle tente de le mettre à la porte, mais une dispute éclate. À ce moment-là, sa fille arrive à la maison avec son beau-père et voit leur querelle. Gi-hoon part rapidement. Dans la rue, l'actuel compagnon de son ex-femme approche Gi-hoon. Il lui donne une enveloppe avec de l'argent. Gi-hoon prend l'argent, mais une minute plus tard, il le jette en disant que celui-ci a volé sa famille. Sa fille voit tout cela. En rentrant chez lui, il croise Juno, qui cherche son frère. Juno lui dit qu'il croit à ses paroles sur le jeu du calmar et lui demande de lui en parler davantage, mais Gi-hoon refuse. Devant la porte de son appartement, Gi-hoon remarque une carte de visite avec une invitation pour le jeu du calmar et décide de participer à nouveau pour sa mère. Tout comme les autres personnages que nous avons vus précédemment, ils montent tous dans des minibus où ils sont endormis.
Juno suit discrètement l'un des minibus dans lequel Gi-hun a été endormi, tandis que la 67e ne s'endort pas, car elle a retenu sa respiration pendant la dispersion du gaz. En suivant le minibus, le détective Juno découvre que tous les minibus arrivent dans un port et se préparent à embarquer sur un navire. Juno s'accroche discrètement à l'un des minibus. Déjà en mer ouverte, les soldats roses en masque sortent de leur minibus et vérifient si tous les joueurs dorment. Juno assomme discrètement l'un des soldats, puis se change en ses vêtements, jetant le corps par-dessus bord. Entendant le bruit de l'eau, un autre soldat rose avec un carré s'approche de lui. Juno lui dit qu'il a juste eu le mal de mer et qu'il ne se sent pas bien. Le soldat avec le carré lui dit qu'il ne doit pas ouvrir la bouche tant qu'il n'en a pas l'autorisation. Chaque joueur, déjà sur l'île, est transféré dans une autre pièce. La 67e profite du fait qu'elle était consciente pendant la vérification. Elle glisse son couteau dans la poche de l'un des soldats inspecteurs, et après la vérification, elle le récupère. Tous les joueurs se réveillent à nouveau. 187 participants sont revenus dans le jeu sur les 201 initialement présents. Les numéros des joueurs sont restés les mêmes. Pendant la conversation entre Gi-hun et le vieil homme, ils sont rejoints par Sang-woo et un Indien. Il les remarque aussi, s'approchant d'eux. Gi-hun, Sang-woo, l'Indien et le vieil homme décident de s'unir pour passer les prochaines épreuves ensemble. Les autres joueurs commencent également à se diviser en équipes. Le joueur numéro 100 invite la 67e dans son équipe, mais elle refuse. Le joueur numéro 101 commence à se fâcher à cause de son refus, mais il est arrêté par le joueur numéro 212. Elle demande à rejoindre l'équipe à la place de la 67e. À ce moment-là, un homme masqué avec un carré annonce à l'animateur que la majorité des joueurs sont revenus, plus précisément 91% des joueurs. L'équipe de Gi-hun mange, et le vieil homme pense que le jeu du lendemain sera comme le premier, c'est-à-dire un jeu pour enfants. Gi-hun commence à énumérer tous les jeux populaires en Corée du Sud, mais se perd dans le compte. La journée de travail se termine, et le personnel reçoit l'ordre de se rendre dans ses chambres. Juno entre dans la sienne, où est accrochée une plaque avec les règles pour les soldats. Première règle, il est interdit d'enlever son masque. Deuxième règle, il est interdit de parler à qui que ce soit. Troisième règle, il est interdit de sortir de sa chambre sans permission. La nuit, la joueuse numéro 212 demande au soldat rose la permission d'aller aux toilettes, ce qui lui est accordé après une brève discussion. La 67e veut aussi aller aux toilettes. Juno reçoit son dîner. Jusqu'à ce moment-là, il portait un masque, parce qu'il était constamment surveillé par une caméra de surveillance. Mais comme il a faim, il enlève son masque et décide de manger. Il s'avère que la joueuse numéro 212 n'est pas allée aux toilettes pour uriner, mais pour fumer une cigarette. Elle a transporté plusieurs cigarettes d'une manière inhabituelle. Pendant qu'elle fume, la joueuse numéro 67 entre en force et lui ordonne de ne pas bouger. La joueuse numéro 67 commence à ouvrir la ventilation avec un couteau pour explorer les environs. Elle demande à la joueuse 212 de la couvrir, puis elle lui donnera les informations qu'elle découvrira. En fouillant dans la ventilation, la joueuse numéro 67 trouve une pièce où un soldat rose mélange quelque chose dans de grandes marmites, et on sent l'odeur du sucre. Une souris s'approche de la joueuse numéro 67 dans la ventilation, et elle la rejette, attirant l'attention du travailleur, mais tout se passe bien. La joueuse numéro 67 retourne avec succès et discrètement à sa position. Juno attend la fin de l'appel et sous sa couverture, sort son téléphone où il prend des notes sur tout ce qu'il a remarqué sur l'île. La joueuse numéro 212 demande à la joueuse numéro 67 si elle a vu quelque chose, mais la joueuse numéro 67 lui dit qu'elle lui en parlera le matin. Leur conversation est écoutée par Sang-woo, qui ne dormait pas. Le matin arrive. La joueuse 212 demande à la joueuse 67 les informations qu'elle lui avait promises. La joueuse numéro 67 lui dit que tout ce qu'elle a vu, c'est une marmite dans laquelle les soldats roses faisaient fondre du sucre, mais elle ne peut pas deviner quelle sera la prochaine épreuve. Lorsque les soldats distribuent le petit déjeuner aux joueurs, Gi-hun demande à un soldat du lait au chocolat au lieu du lait normal, mais il reçoit un refus. Après le petit déjeuner, l'animateur leur annonce que la deuxième épreuve va bientôt commencer. Un des joueurs trouve un papier dans un petit pain avec des indices sur la prochaine épreuve. En se dirigeant vers la zone de jeu, Sang-woo demande à la joueuse 67 ce qu'elle a vu la nuit précédente, car il a écouté leur conversation avec la joueuse 212. Sang-woo lui dit que, contrairement à elle, il n'est pas un réfugié et qu'il connaît les jeux pour enfants coréens, donc il pourra deviner quel sera le jeu. La joueuse numéro 67 lui raconte ce qu'elle a vu. Dans la scène suivante, tous les joueurs arrivent sur une aire de jeu pour enfants. Ils commencent immédiatement à se demander quel type de jeu cela pourrait être. Sang-woo sait de quel jeu il s'agit, mais il ne partage pas cette information avec son groupe. L'animateur leur dit qu'ils doivent choisir l'une des 4 formes, un cercle, un triangle, une étoile ou un parapluie. Gi-hun propose à tout le monde de choisir la même forme,
Mais Sang-woo s'y oppose et dit qu'il serait préférable que chacun choisisse une forme différente, en suivant les règles des investisseurs, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sang-woo choisit le triangle, l'Indien choisit le cercle, Gi-hun choisit le parapluie, et le vieil homme obtient l'étoile. Sang-woo essaie de dissuader son meilleur ami d'enfance de choisir le parapluie, mais il change d'avis à la dernière minute. Le jeu commence et s'appelle Dalgona. Le but du jeu est de découper la forme choisie dans le biscuit sans l'endommager, et ce en 10 minutes. Ceux qui ne réussiront pas à le faire dans les 10 minutes ou qui casseront leur biscuit seront éliminés du jeu. Gi-hun comprend immédiatement que son parapluie est la forme la plus difficile, tandis que le triangle choisi par Sang-woo s'avère être le plus simple. Le premier à être éliminé est le joueur 369, suivi par d'autres joueurs. Le jeu élimine un grand nombre de participants. La première personne à réussir le jeu est celle à qui est parvenu un indice dans un petit pain. Ensuite, c'est la joueuse numéro 67 qui réussit. Nous comprenons que ceux qui ont réussi sont principalement ceux qui ont choisi le triangle, mais il y en a d'autres. Par exemple, l'Indien, bien qu'ayant choisi le cercle, continue à avancer. La joueuse 212, en chauffant une aiguille avec un briquet qu'elle avait apporté avec ses cigarettes, réussit aussi à passer le jeu. Après avoir réussi l'épreuve, en quittant la zone de jeu, elle lance son briquet au joueur 101, l'aidant ainsi à passer l'épreuve. Un homme portant un masque carré dit à Junho que sa tâche est de transporter les corps des joueurs éliminés et non de rester là sans rien faire. Tous les joueurs ayant réussi sont emmenés dans la salle d'attente, à l'exception du joueur 111, qui est conduit ailleurs. Il ne reste que 3 minutes avant la fin du jeu. Gi-hun commence à stresser, et une goutte de sueur tombe sur son biscuit. En voyant cela, il a l'idée de lécher son biscuit pour l'adoucir. Suivant l'exemple de Gi-hun, tous les autres joueurs commencent à lécher leur biscuit. Le joueur 101 réussit l'épreuve, tout comme le vieil homme numéro 1. Gi-hun réussit à nouveau à la dernière seconde, et le seul joueur avec un parapluie a continué. Un joueur, réalisant qu'il n'a pas réussi l'épreuve, plante une aiguille dans le soldat, puis prend son pistolet et prend le soldat à masque carré en otage. Il force le soldat à enlever son masque. Le soldat retire son masque, et dessous se trouve un jeune homme d'environ 20 ans. Finalement, le joueur se retire de l'épreuve de ses propres mains. L'animateur s'approche du soldat qui a enlevé son masque et l'élimine, disant aux autres que, selon les règles, il leur est interdit de retirer leur masque devant les joueurs. Junho prend un masque carré pour échanger le sien, ainsi il pourra s'élever dans la hiérarchie. Dans la salle d'attente, Gi-hun est rejoint par l'Indien et le vieil homme. Sang-woo est surpris que Gi-hun ait réussi l'épreuve. Sang-woo s'excuse d'avoir suggéré que tout le monde choisisse des formes différentes de biscuits, mais Gi-hun fait semblant de ne rien comprendre et dit que tout va bien. Les organisateurs annoncent qu'après le deuxième jeu, il reste 108 participants, 79 joueurs ont été éliminés. Le prize pool augmente, et le montant total des gains s'élève à 34 milliards de W. L'heure du déjeuner arrive. Les joueurs reçoivent un œuf et une boisson gazeuse en guise de collation. Le joueur 100 estime qu'un seul œuf et une bouteille d'eau ne suffisent pas comme repas. Avec son équipe composée comme lui de personnes peu raffinées, il se remet dans la file pour la deuxième fois. Ils parviennent à manger 2 œufs et 2 boissons gazeuses. À cause de cela, 5 participants n'ont pas assez de nourriture. Un des joueurs qui manquait de nourriture et d'eau s'approche du 111, essaie de lui prendre au moins une boisson gazeuse pour boire, mais la bouteille se brise. Le 111 se met en colère, et le joueur 271 est éliminé. Gi-hun intervient et commence à demander justice aux organisateurs, mais il n'obtient en réponse qu'une annonce indiquant que le prize pool augmente en raison du joueur éliminé. Pendant ce temps, le 111 démonte les joueurs éliminés pour en récupérer des organes, et il s'avère qu'il est chirurgien. Il aide les soldats à prélever des organes sans causer de dommages, en échange d'informations sur les futurs jeux. Les soldats gagnent de l'argent en secret, à l'insu de l'animateur. Le 111 apprend également que les organisateurs ont délibérément réduit les rations pour que les joueurs se battent entre eux. Les soldats donnent également aux chirurgiens un autre indice. Les joueurs comprennent qu'ils ne peuvent plus dormir. Gi-hun informe le vieil homme que, cette nuit, ils ne peuvent pas dormir, et il remarque ensuite la 67e, qui est assise seule. Gi-hun propose à la 67e de rejoindre son équipe, mais elle refuse, car elle ne fait pas confiance aux gens. Le chirurgien retourne dans la salle d'attente. Le 111 veut rejoindre l'équipe des brutes, mais le 101 refuse de l'accepter, jusqu'à ce que le 111 lui révèle qu'il sait quelle sera la prochaine épreuve, ce qui pousse le 101 à accepter de l'intégrer. L'heure du coucher arrive, et toutes les lumières de la pièce s'éteignent. Les premiers mouvements commencent du côté de l'équipe des brutes, puis la bagarre éclate. L'animateur, satisfait, observe la scène. Dans la chaleur de la bataille, le 101 se dirige délibérément vers la 67e. Pendant le combat, la 67e blesse le 101 avec le couteau qu'elle a apporté avec elle.
Le 101 lui prend le couteau, et la 67e s'enfuit. L'équipe de Gi-hun cherche dans toute la pièce le vieil homme, qui n'est pas dans son lit, mais ils ne peuvent pas le trouver. La 67e court vers Gi-hun pour lui demander de l'aide, suivi par le joueur numéro 111. Une bagarre éclate entre l'équipe de Gi-hun et le 111. À ce moment-là, le vieil homme apparaît et commence à supplier les organisateurs de mettre fin à cette horreur, car il a peur. L'animateur envoie immédiatement les soldats en rose dans la salle d'attente pour arrêter le carnage. Lors de la fouille, toutes les armes sont confisquées, y compris le couteau pliant du 111 qu'il a pris à la 67e. Le détective Juno s'approche de Gi-hun et, sans expliquer, lui demande s'il y a un joueur nommé Ino, ce à quoi Gi-hun répond qu'il ne connaît pas les noms des autres. Tous les joueurs éliminés sont emmenés hors de la salle d'attente. Après la bagarre, il reste 80 participants. Lorsque la situation se calme, Gi-hun propose à son équipe de se présenter normalement pour apprendre les noms de chacun. Il s'avère que la 67e s'appelle Sae Byok. L'Indien dit qu'il s'appelle Ali et qu'il vient du Pakistan. Le vieil homme ne se souvient plus de son nom. L'équipe du 111 comprend que les organisateurs ont délibérément voulu qu'il provoque un massacre. La 212 compte les joueurs éliminés pendant la nuit, et il s'avère qu'ils sont 28. La 212 appelle le 111 Pépé, mais il répond qu'elle pourrait être sa mère. La nuit, Juno prend des notes sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Le matin arrive. Gi-hun remarque les yeux fatigués du vieil homme, qui lui dit qu'il n'a pas dormi de la nuit à cause de la peur. Les soldats en rose entrent dans la salle d'attente et annoncent que la 3e épreuve commencera bientôt. Tous les joueurs se rendent dans une salle blanche, où il leur est annoncé que le prochain jeu sera en équipe et que les joueurs doivent se diviser en équipes de 10. Le 111 remercie le chirurgien pour l'indice, puis dit à ses hommes de chercher des garçons plus costauds. L'équipe de Gi-hun discute de ce que pourrait être ce jeu. Gi-hun pense qu'ils doivent recruter seulement des hommes dans leur équipe, car ils se montreront meilleurs dans n'importe quel jeu. De plus, il dit qu'il y a déjà une femme et un vieil homme dans leur équipe. L'équipe de Gi-hun se divise et commence à chercher des membres pour leur équipe. Le 111 recrute uniquement des hommes et refuse d'inclure la 212 dans son équipe, car elle est une femme. La 212 se met à genoux et supplie d'être acceptée, mais le 111 refuse. Malgré l'indication de Sang-woo, Sae Byok intègre une femme dans son équipe. Le temps presse, et l'équipe de Gi-hun a encore besoin d'un joueur, quand soudain la 212 apparaît à l'horizon. Elle les rejoint, n'ayant plus d'autre choix, car le temps est écoulé. La porte de la prochaine épreuve s'ouvre, et il s'agit du tir à la corde. L'équipe qui jouera en premier sera déterminée par un tirage au sort. Chaque équipe joue une seule fois, et à la fin de chaque match, le nombre de participants doit être réduit de moitié. L'équipe du 111 gagne sans difficulté, éliminant 10 adversaires. Les équipes suivantes sont choisies, et l'équipe de Gi-hun se retrouve contre une équipe composée uniquement d'hommes. L'équipe de Gi-hun, qui compte 2 femmes et un vieil homme, commence à s'inquiéter, réalisant que leurs chances de victoire sont minimes. Dans l'ascenseur, le vieil homme leur dit que l'essentiel dans ce jeu n'est pas la force, mais la stratégie et le travail d'équipe. Il explique qu'il a souvent joué à ce jeu quand il était enfant et qu'il gagnait toujours. Le vieil homme dit qu'il faut placer le joueur le plus résistant à la fin, qui jouera le rôle d'encre, et ce sera Ali, tandis que le leader, qui dirigera les actions, doit être placé au début, et ce sera Gi-hun. Les autres joueurs sont placés alternativement à droite et à gauche. Les pieds doivent être orientés vers l'avant, et la corde doit être maintenue sous les aisselles. Le plus important est de tenir bon pendant les 10 premières secondes en tirant le dos en arrière. Après avoir vu que l'équipe adverse commence à paniquer, Gi-hun ordonne à son équipe de commencer à tirer. Au début, tout se passe comme prévu, et l'équipe de Gi-hun est sur le point de gagner, mais les adversaires reprennent vite leurs esprits et commencent à tirer la corde de leur côté, ayant l'avantage de la force. Une idée germe dans l'esprit de Sang-woo. Il propose à tous de faire 3 pas en avant simultanément pour désorienter l'équipe adverse. Ce plan fonctionne, et l'équipe de Gi-hun gagne. Dans l'ascenseur, un homme croyant prie Dieu pour la victoire, mais la jeune femme lui répond que ce n'est pas Dieu, mais le vieil homme et Sang-woo qui leur ont apporté la victoire. L'équipe de Gi-hun retourne dans la salle d'attente. L'équipe du 111 est surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que l'équipe de Gi-hun passe cette épreuve. Au final, il ne reste que 40 personnes. La 212 tente de rejoindre l'équipe de Gi-hun. Sang-woo suspecte que le 111 savait d'où viendrait la 3e épreuve, c'est pourquoi il a choisi uniquement des hommes dans son équipe. La fin de la récréation est dans 30 minutes. Sang-woo dit à l'équipe qu'il pourrait y avoir une nouvelle boucherie cette nuit-là. Gi-hun propose de créer des barricades avec les lits tant que la lumière n'est pas éteinte. Toutes les équipes suivent l'exemple de l'équipe de Gi-hun, sauf l'équipe du 111. Le joueur numéro 111 s'approche de Gi-hun et lui dit que ces barricades ne les sauveront pas. Gi-hun répond que le joueur le plus vulnérable,
C'est justement le 111, et qu'à la première occasion, ses coéquipiers pourraient essayer de l'éliminer pendant la boucherie, car le 111 est le joueur le plus fort, et à la fin, il ne restera qu'un seul gagnant. Le 111 retourne vers son équipe et leur dit qu'ils ne vont éliminer personne aujourd'hui, car après sa conversation avec Gi-hun, il est un peu effrayé. Le 111 remarque que le chirurgien a disparu. Pendant ce temps, le chirurgien est emmené au sous-sol, et les enregistrements des caméras de surveillance sont remplacés. Il reste 1 minute avant la fin du délai. L'équipe de Gi-hun décide de faire des gardes par 2 afin d'éviter tout imprévu. Les premiers gardes de nuit sont Sang-gu et Ali, et les deuxièmes gardes sont Gi-hun et le vieil homme. La lumière s'éteint. Pendant leur garde de nuit, Ali et Sang-gu parlent de la vie. Ali explique qu'il est venu en Corée du Sud pour travailler, car le Pakistan est un pays très pauvre, et il n'y a pas de bons emplois. Il a laissé son frère et ses parents au Pakistan, et est venu ici avec sa femme et son enfant. Plus tard, les gardes échangent de place. Le 111 ne dort pas non plus cette nuit-là à cause des paroles de Gi-hun, mais il dit à son équipe qu'il attend le chirurgien. Gi-hun et le vieil homme sont de garde. Le vieil homme demande à Gi-hun à quoi il pense. Gi-hun raconte qu'il repense à son passé, lorsqu'il travaillait à l'usine et qu'il a été renvoyé à cause des réductions d'effectifs. Après une courte conversation, Gi-hun couche le vieil homme. Sae Byok assure la garde avec Gi-hun à la place du vieil homme. Pendant ce temps, le chirurgien et les soldats s'occupent du prélèvement d'organes, tandis que le détective Jun-ho est choqué par tout ce qui se passe sur cette île. Pendant l'opération, les hommes en rose parlent d'un joueur incomplet qui n'a pas de rein. Jun-ho comprend qu'il pourrait s'agir de son frère Ino. Jun-ho obtient le rôle de l'un des plongeurs qui devra livrer les organes à vendre. Jun-ho et un autre soldat en rose se rendent à l'endroit désigné pour la livraison. Jun-ho commence à interroger le soldat sur l'homme sans rein. Pendant ce temps, le chirurgien exige du soldat qu'il lui dise quelle sera la prochaine épreuve, mais celui-ci répond qu'il n'a pas encore d'informations sur la prochaine épreuve. Le chirurgien saisit un scalpel et demande à un autre soldat d'apprendre quelle sera la prochaine épreuve. S'il ne le sait pas, le joueur numéro 111 sera très en colère. Le chirurgien ordonne à un autre soldat d'aller chercher l'information sur l'épreuve, tandis que celui qu'il maintient avec le scalpel reste avec lui. Le soldat trompe le chirurgien en disant qu'il a une clé dans sa poche et que, pour sortir du sous-sol, il lui faut la clé. Lorsque le chirurgien tente de la récupérer, une lutte éclate entre lui et le soldat, que le chirurgien finit par gagner. Le chirurgien s'enfuit, et le deuxième soldat informe ses collègues que le chirurgien s'est échappé. Le chirurgien arrive dans la zone où a eu lieu le deuxième jeu. Il est rattrapé par un soldat en rose. Celui-ci retire son masque et lui dit que tout peut encore être corrigé et qu'il peut encore revenir dans le jeu. Le soldat s'approche du 111 par derrière, brandit un couteau pour l'attaquer, mais est stoppé par l'animateur. Il s'avère que l'animateur est au courant de la vente des organes, mais cela ne l'intéresse pas. Ce qui l'inquiète davantage, c'est que le soldat en rose a montré son visage et a aidé le chirurgien en donnant des informations sur les jeux. L'animateur élimine également le 111 du jeu. Pendant ce temps, le soldat en rose pointe un couteau vers la gorge de Jun-ho à cause de sa curiosité et lui ordonne de retirer son masque, mais le policier sort rapidement son pistolet. Jun-ho commence à interroger le soldat sur le joueur sans rein dont les hommes en rose parlaient, mais il se rend vite compte que ce n'est pas son frère, mais une femme. Le soldat lui dit que toute l'information sur son frère se trouve dans les archives du bureau de l'animateur. Après avoir obtenu les informations nécessaires, Jun-ho élimine le soldat en rose. Au bout d'un certain temps, Jun-ho parvient à pénétrer dans le bureau de l'animateur. Pendant ce temps, l'animateur apprend que le soldat numéro 28 a été éliminé et comprend qu'il y a un intrus parmi les soldats. Comme les bouteilles d'oxygène sont toujours en place, il en déduit que l'intrus est toujours parmi eux. L'alarme est déclenchée. Jun-ho pénètre dans les archives et découvre que le jeu du calmar existe depuis plus de 30 ans et que son frère a été le vainqueur du 28e jeu en 2015.